Non. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un, je vous en supplie, dites-leur que ce n'est pas moi. Je suis innocente. Pitié. Ne faites pas ça. Dans un village tranquille où les cases en terre rouge bordaient un sentier de latérite, vivait une jeune femme prénommée Adaez. Elle n'était pas seulement belle à regarder. Elle portait en elle une douceur si profonde que les gens s'approchaient d'elle comme on s'approche d'un feu par une nuit froide. Ses yeux souriaient avant même que ses lèvres ne bougent. Et quand elle parlait, même les anciens s'arrêtaient pour écouter. Elle était la fille unique du chef Emeka et de sa femme Ngozi. Ses parents ne cessaient de la couvrir d'affection, fiers de chacun de ses gestes. Le village entier l'aimait parce qu'elle était humble, toujours là où on avait besoin d'elle. Elle aidait les vieilles femmes à porter leur fardeau. Elle jouait avec les petits-enfants dans la poussière rouge sans jamais se soucier de ses vêtements. Et très souvent, elle cuisinait en grande quantité, partageant ses plats avec les anciens comme avec les jeunes, sans distinction, sans attendre un merci. Les femmes du village bénissaient son nom quand elles se réunissaient au puits. Les hommes disaient que le chef avait été récompensé d'être bon père. Mais à l'intérieur de la maison d'Emeka, la réalité était tout autre. Ses deux sœurs aînées, Shizon et Amara, avaient beau être jolies, leur cœur était dur comme la pierre de latérite. Elle haïssait l'amour que le village versait sur Adaez. Elle ne supportait pas de la voir rayonner. Elle se promène dans ce village comme si elle était la reine des reines, dit Shizon un soir avec du venin dans la voix. Elle joue la comédie. Toute cette gentillesse, c'est du calcul. Moi je te dis, Amara répondit en croisant les bras. Adaez faisait tout pour que ses sœurs l'aiment. Elle cuisinait seule et ne les appelait jamais pour l'aider, de peur qu'elle ne la traite de paresseuse. Elle servait leurs assiettes avant la sienne, attendait qu'elles aient terminé pour débarrasser. Et malgré tout, Shizon et Amara trouvaient toujours une nouvelle raison de la détester davantage. Un soir, alors que les trois sœurs revenaient des champs, elles croisèrent une vieille femme pliée en deux sous le poids d'un grand panier rempli de bois. Shizon et Amara la virent en premier. Elles continuèrent à marcher sans même ralentir le pas. Mais Adaez, dès qu'elle aperçut la vieille femme, pressa le pas vers elle. « Laissez-moi vous aider, grand-mère, dit-elle doucement en prenant le panier. « Sainte patronne des porteurs !» lança Shizon dans leur dos en riant. « Pourquoi tu ne viens pas porter notre bois aussi, puisque tu es si parfaite ?» railla Amara. Adaez ne répondit pas. Elle accompagna la vieille femme jusqu'à sa case, posa doucement le panier et reçut en retour une prière chaleureuse et des bénédictions qui montèrent vers le ciel comme de la fumée d'encens. Ce même soir, pendant qu'Adaez était dans la cuisine, un homme se présenta au portail de la cour. C'était Obiora, un chasseur connu dans tout le village pour son honnêteté et sa vaillance. Il tenait dans les mains une belle pièce de viande fraîche. « Bonsoir, chef Emeka, dit-il en s'inclinant avec respect. Je suis venu remercier votre fille Adaez. Elle a aidé ma mère à porter son panier aujourd'hui alors qu'elle n'en pouvait plus. Votre fille est une bénédiction pour ce village. Que le ciel la comble. » Le chef et sa femme échangèrent un sourire. Ngozi prit la viande des mains d'Obiora en s'exclamant de joie. « Obiora, mon fils, tout ça pour nous. Que Dieu te bénisse. Salue bien ta mère de ma part. » Obiora salua et repartit. Mais depuis l'ombre du mur, Shizon et Amara avaient tout entendu. Leur visage était sombre. Adaez par-ci, Adaez par-là. On entend qu'elle, grommela Shizon en serrant les mâchoires. Elle fait exprès pour qu'on parle d'elle partout, ajouta Amara. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper demain matin à la rivière, dit Shizon avec un sourire mauvais. Et les deux sœurs rirent dans l'obscurité. Le lendemain matin, les trois filles revenaient de la rivière, leur calebasse équilibrée sur leur tête. La route était encore humide de rosée. Les oiseaux chantaient. Tout semblait calme. Puis sans prévenir, Shizon se retourna brusquement et poussa Adaez de l'épaule. Adaez trébucha. La calebasse bascula. Elle tomba lourdement sur les pierres du chemin et se fracassa en 1000 morceaux. L'eau se répandit dans la poussière rouge. Shizon et Amara éclatèrent de rire. « Pourquoi tu as fait ça ?» cria Adaez, les yeux remplis de larmes en regardant les éclats de céramique éparpillés sur le sol. « Oh, pardon, pardon. C'est un accident. Tu n'es pas blessé au moins, dit Shizon avec un sourire cruel. Les larmes coulèrent sur les joues d'Adaez. Elle se releva lentement, sa robe trempée et maculée de boue. Elle ramassa les morceaux brisés de sa calebasse, les mains tremblantes. Pourquoi me haïssait-elle autant,
pensa-t-elle en reprenant la route vers la maison, le cœur plus lourd que tous les paniers du village. Perdue dans sa peine, elle ne regarda pas devant elle. Et elle heurta quelqu'un de plein fouet. Elle recula d'un pas et se figea. Devant elle se tenait le prince Chukwuemeka, héritier du royaume de NKW, entouré de 4 gardes royaux en tenue d'apparat. Son regard était calme, profond, et posé directement sur elle. « Pardonnez-moi, mon prince, dit-elle aussitôt en s'apprêtant à s'agenouiller. « Non. Ne vous agenouillez pas, dit-il doucement en tendant les mains pour l'en empêcher. Leurs regards se croisèrent. Adaès sentit quelque chose se suspendre dans sa poitrine. Il était d'une beauté tranquille, le genre de visage qui inspire confiance sans même parler. 1 seconde. 2 secondes. Puis elle prit conscience de son état. Sa robe trempée. Ses joues encore humides de larmes. Les morceaux de calebasse serrés dans ses mains. « Je suis vraiment désolé, chuchota-t-elle en reculant. Et elle s'enfuit en pressant le pas, le cœur qui battait à tout rompre. Pourquoi me regardait-il comme ça? Est-ce que j'ai l'air si pitoyable? Oh, que cette journée se termine enfin. Mais le prince ne bougea pas. Il la regarda s'éloigner, quelque chose d'étrange remuant dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Le soleil du matin se reflétait doucement sur les éclats de calebasse qu'elle avait laissés sur le chemin. Le lendemain matin, alors que le chef Emeka et sa femme Ngozi étaient assis à l'ombre de leur véranda à savourer le calme du matin, un garde royal s'approcha du portail et demanda à voir Adaès. Le couple échangea un regard surpris. Adaès sortit justement de la cuisine à ce moment-là. Sans beaucoup de paroles, le garde lui présenta une magnifique calebasse sculptée, décorée de motifs dorés. Un humble cadeau de la part du prince Chukwuemeka, annonça-t-il. Adaès resta immobile. Le prince, murmura-t-elle. Le garde salua et s'en alla. À peine était-il sorti que Chizon et Amara accoururent. « Papa, pourquoi le garde du palais est venu ici ?» demanda Chizon d'une voix tendue. « Le prince a envoyé un cadeau à votre sœur » répondit Ngozi en désignant fièrement Adaès qui tenait encore la calebasse avec incrédulité. « Le prince Chukwuemeka » souffla Amara, les yeux écarquillés. « C'est impossible. »« Comment ?» Mais Adaès ne dit rien. Elle se retourna et repartit doucement vers sa chambre, son cœur battant comme un tam-tam de fête. À partir de ce jour, les cadeaux ne s'arrêtèrent plus. Des perles fines, des pagnes brodées, des bijoux en or. Puis vinrent les invitations au palais. Le prince lui-même la présenta au roi et à la reine. « Qui est ton père ?» demanda le roi d'une voix grave. « Emeka, votre majesté » répondit Adaès avec respect. « Ah, Emeka le commerçant » dit le roi en hochant la tête. « Dans ce cas, puisque mon fils a porté son cœur vers toi, nous ferons les choses selon la tradition. » Adaès pouvait à peine croire comme sa vie avait basculé. Il y a à peine quelques jours, elle rentrait de la rivière en larmes avec des morceaux de calebasse dans les mains. Et maintenant, elle se trouvait sur le chemin de devenir l'épouse du prince. Quelques jours plus tard, la voix du crieur public retentit dans tout le village. Son gong résonna de case en case, de ruelle en ruelle. Le prince Chukwuemeka, héritier du trône de NKW, a choisi son épouse. La cérémonie de mariage aura lieu dans 4 jours de marché. La nouvelle se répandit comme un vent chaud. On n'entendait plus que ça. Vous avez entendu? C'est Adaès que le prince a choisi. Chuchotaient les femmes au puits. La plupart des villageois étaient sincèrement heureux. La bonté d'Adaès avait touché presque chaque foyer. Pour beaucoup, c'était comme si la vie elle-même récompensait enfin ce qui méritait d'être récompensé. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Adaès se préparait à se rendre au palais, Chizon et Amara s'approchèrent d'elle d'un pas inhabituellement doux. « Adaès, tu vas au palais ?» demanda Chizon avec un ton sucré qu'Adaès ne lui connaissait pas. « Oui » répondit Adaès en la regardant avec surprise. « S'il te plaît, est-ce qu'on peut venir avec toi ?» dit Amara rapidement. « On veut juste voir comment c'est. »« Ne refuse pas, s'il te plaît. » Adaès les regarda toutes les deux, troublée. C'était la première fois qu'elle lui demandait quelque chose aussi poliment. Après un moment de silence, elle hocha la tête. « Très bien. Vous pouvez venir. » Contre toute attente, ses 2 sœurs la serrèrent dans leurs bras. Le geste lui sembla étrange, presque irréel. Elles essaient peut-être d'être gentilles maintenant que je vais devenir princesse, pensa-t-elle en chassant le doute qui lui effleurait le cœur. Quand elles arrivèrent au palais,
Shizon et Amara furent saisis par la magnificence des lieux. Les hautes colonnes, les sols qui brillaient, les gardes royaux debout comme des statues vivantes. Elle tournait la tête dans tous les sens, bouche bée. Adaez, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais, dit Amara avec un sourire forcé. J'espère que tu nous laisseras venir te rendre visite tous les jours quand tu seras princesse. Adaez sourit avec innocence. Bien sûr, pourquoi pas. Elle les laissa explorer pendant qu'elle allait rejoindre le prince. Les deux sœurs se mirent à errer dans les couloirs de marbre. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Adaez va devenir la princesse de ce royaume, dit Shizon avec une grimace de dégoût. Qu'est-ce qu'on peut faire, ma chérie, répondit Amara à voix basse. Elle a peut-être juste de la chance. De la chance? Shizon cracha presque le mot. Elles tournèrent un angle de couloir et se figèrent. Shizon, on ne devrait pas être ici. C'est la salle royale. Partons avant qu'on nous voie, murmura Amara, le cœur serré. Mais Shizon ne l'écoutait plus. Ses yeux venaient de se poser sur quelque chose d'éblouissant près du trône. Sur une petite table en bois sculpté et recouvert d'or, reposait une pierre précieuse d'une beauté rare, scintillant sous la lumière des torchets. N'est-ce pas la gemme sacrée du royaume, demanda Shizon, les yeux grands ouverts. Et alors, on s'en va, dit Amara en tirant sa manche. Mais Shizon ne bougea pas. Elle fixait la gemme. Et peu à peu, une idée sombre prit forme dans son esprit. Un sourire lent et mauvais s'étira sur ses lèvres. J'ai un plan, chuchota TL. Quel plan, demanda Amara en regardant nerveusement vers la porte. Regarde-moi faire. Avant qu'Amara puisse dire un mot de plus, Shizon s'avança à pas de loup vers le trône. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle saisit la gemme sacrée du royaume et la glissa dans les plis de son pagne. Shizon, c'est une très mauvaise idée. Et si on nous attrape? Chuchota Amara, paniquée. On ne nous attrapera pas, suis-moi, répondit Shizon d'un ton tranchant. Elles sortirent de la salle et longèrent le couloir rapidement. Shizon se dirigea droit vers la pièce de réception où Adaez et le prince s'étaient assis un peu plus tôt. Elle repéra le petit sac en raffia d'Adaez posé sur une chaise. Elle l'ouvrit et y glissa la gemme. Shizon, ce que tu fais est une abomination, dit Amara d'une voix qui tremblait. Si on accuse Adaez d'avoir volé la gemme royale, le roi peut ordonner sa mort ou l'exiler pour toujours. Personne ne touche à cette pierre sans en payer le prix. C'est exactement ce que je veux. Je veux qu'elle disparaisse. J'en ai assez qu'elle soit au centre de tout. Amara la regarda avec horreur. Puis une voix puissante tonna à travers tout le palais. Garde, fermez les portes immédiatement. La gemme sacrée du royaume a disparu. Le palais se transforma en chaos instantané. Les gardes coururent dans tous les couloirs. Des servantes crièrent. Des bruits de pas résonnèrent partout. Shizon sourit dans l'ombre. Adaez, tu vas tomber. Quelques instants plus tard, tout le monde fut convoqué dans la grande cour du palais. Le roi se tenait debout, le visage brûlant de colère. Personne ne quitte ce palais avant que la gemme soit retrouvée, tonna-t-il. Et soudain, Shizon se fraya un chemin à travers la foule et courut vers le roi et la reine. Elle tomba à plat ventre sur le sol, hurlant et sanglotant. Mon roi, je vous en supplie, pardonnez ma sœur. Je l'ai vue. Je l'ai vue de mes propres yeux voler la gemme sacrée. Pitié, ne la tuez pas. Des cris s'élevèrent dans toute la cour. Le regard du roi se durcit. Jeune femme, que dis-tu? Quelle sœur? Ma jeune sœur, Adaez, dit Shizon en la pointant du doigt. Elle a caché la gemme dans son sac en raffia, dans la chambre du prince. Un silence de mort tomba sur la cour. Tous les regards se tournèrent vers Adaez qui se tenait près du prince, le visage pâle comme de la cendre. Le roi leva son bâton royal. Garde, fouillez immédiatement la chambre du prince. Je n'ai rien volé. Shizon, que dis-tu là? Je n'ai rien pris, cria Adaez, la voix brisée. Quelques minutes plus tard, les gardes revinrent. L'un d'eux tenait la gemme sacrée bien haut. Dans l'autre main, le petit sac en raffia d'Adaez. La cour éclata en murmures d'effroi. Le prince recula d'un pas, le choc peint sur son visage. Adaez, comment as-tu pu? Adaez tomba à genoux. Non. Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, vous devez me croire. Deux gardes la saisirent et la traînèrent devant le trône. Votre Majesté, je vous en supplie.
Je suis innocente. Je n'ai pas touché à cette gemme, cria Adaès en pleurant. Silence, tonna le roi. Nous vous avons accueillis sous ce toit, et c'est ainsi que vous nous remerciez. Vous servirez d'exemple à quiconque oserait voler dans ce palais. En quelques instants, la nouvelle traversa le village comme un éclair. Adaès avait volé la gemme sacrée du royaume. Les gens accoururent vers le palais, car dans le royaume de NKW, tout le monde connaissait la punition du vol. C'était la mort. Quand le chef Emeka et Ngozi apprirent la nouvelle, ils se précipitèrent au palais en courant, les larmes aux yeux. Ils se prosternèrent aux pieds du roi. « Votre Majesté, il doit y avoir une erreur », supplia le chef Emeka. « Notre Adaès ne prendrait jamais ce qui ne lui appartient pas, tempérer la justice par la miséricorde, je vous en implore. » À la surprise du roi, plusieurs villageois s'avancèrent à leur tour et s'agenouillèrent autour d'Adaès. « Votre Majesté, » cria une vieille femme, « nous connaissons Adaès depuis sa naissance. Elle a un cœur pur. Elle ne volerait jamais. Grâce, Votre Majesté. Grâce. » La foule reprit le même appel en chœur, encore et encore. Le roi leva son bâton royal et le silence se fit aussitôt. « Mon peuple, je vous ai entendu, dit-il d'une voix ferme. Mais un crime a été commis et une punition doit suivre. » Il marqua une pause. La tension était étouffante. Au lieu de la mort, elle sera emprisonnée. Un soupir de soulagement passa sur la foule comme une brise. La prison était dure, mais c'était mieux que la mort. Les gardes emmenèrent Adaès, ses larmes inondant sa robe tandis qu'elle était conduite vers les geôles du palais. En partant, elle croisa le regard de ses sœurs. Amara baissa la tête, incapable de la regarder en face. Mais Shizon, elle, soutint le regard d'Adaès sans un battement de cils. Ses yeux étaient froids, victorieux, et entièrement sans remords. Pendant les jours qui suivirent, la maison du chef Emeka fut plongée dans un silence lourd. Il parlait à peine. Ngozi se déplaçait comme une ombre, les yeux gonflés de larmes. Ils refusaient d'accepter que leur fille soit coupable. Quelque chose dans toute cette histoire sonnait faux à leurs oreilles. Pendant ce temps, Shizon et Amara se promenaient dans le village comme si elles avaient remporté une grande victoire. Mais leur fausse joie ne dura pas. Un matin, alors qu'elle revenait de la rivière, Amara s'arrêta soudainement. « Je vais rendre visite au prince cet après-midi. Pour voir comment il va. » Shizon se retourna. « Pourquoi faire ? Il faut bien que quelqu'un prenne la place d'Adaès dans son cœur, » dit Amara en haussant les épaules avec audace. « Ça pourrait aussi bien être moi. » Amara, ne joue pas avec moi. Le prince m'appartient. Tu ferais mieux de rester à ta place. Amara rit doucement. On verra bien ce que le prince décide, dit-elle avant de s'éloigner. Le soir même, Shizon prépara soigneusement un plateau de nourriture et se rendit au palais. Mais en s'approchant de la salle du prince, elle se figea. Assise près du prince, riant et conversant librement, il y avait Amara. Le sang de Shizon ne fit qu'un tour. « Tu oses ? Tu crois que j'ai éliminé Adaès pour que tu prennes sa place ?» La rage l'étouffa. Ce soir-là, elle attendit Amara sur le chemin du retour, cachée dans les hautes herbes du sentier étroit qui longeait la forêt. Les heures passèrent. Puis enfin, les pas d'Amara se firent entendre. Elle chantait doucement. « Amara » cria Shizon. Amara s'arrêta. « Quoi encore ? Qu'est-ce que tu faisais avec le prince ?» rugit Shizon. « Ce qui ne te regarde pas. Je suis ta sœur, pas ta servante. Je suis ton aîné. Le prince me revient. Éloigne-toi de lui. »« L'aîné » ricana Amara. « Quelle sorte d'aîné accuse sa propre sœur par jalousie et lui détruit la vie ? Reste loin de moi, Shizon. Ou alors je dirai à tout le monde comment tu as volé la gemme royale et mis le crime sur le dos d'Adaès. » Les yeux de Shizon s'écarquillèrent. « Tu me menaces ?» Amara rit et lui tourna le dos. Quelque chose de sombre et d'irréparable se brisa dans la poitrine de Shizon. Aveuglée par la fureur et la terreur d'être exposée, elle se baissa, saisit une grosse bûche de bois sur le bord du chemin et frappa Amara violemment à la tête. Amara s'effondra sans un cri. « Amara ? Amara » appela Shizon, la panique envahissant sa voix. Mais il n'y eut aucun mouvement. Aucune réponse. Juste le silence de la nuit et le chant des grillons. Ses mains se mirent à trembler. Elle regarda autour d'elle rapidement.
Le chemin semblait désert. Alors, avec des bras qui n'en finissaient pas de trembler, elle souleva le corps d'Amara sur ses épaules et courut vers la rivière. Sans se laisser le temps de réfléchir, elle poussa le corps dans les eaux sombres et le regarda disparaître sous la surface. Mais Shizon n'était pas seul. Caché derrière un grand fromager, Obiora le chasseur rentrait de la forêt. Il avait tout entendu. Il avait tout vu. Son cœur battait à se rompre. Comment peut-on être aussi cruel? Murmura-t-il dans l'obscurité. Sans perdre une seconde de plus, il attrapa son équipement de chasse et se mit à courir vers le palais. Ce qu'il venait de voir allait ébranler le royaume de NKW jusque dans ses fondements. Shizon rentra à la maison, le visage calme comme si rien ne s'était passé. Pas un tremblement dans les yeux. Pas un signe de peur. Où est Amara? Demanda Ngozi dès qu'elle la vit entrer. Elle est retournée à la rivière chercher de l'eau, répondit Shizon sans hésiter. Mais elle avait déjà pris de l'eau ce matin, dit Ngozi, perplexe. Oui maman, elle a dit qu'elle voulait en avoir d'avance pour ne pas y retourner demain, répondit Shizon avec une confiance déconcertante. Mais avant que Ngozi puisse ajouter un seul mot, des voix tonitruantes s'élevèrent devant le portail. Shizon. Shizon. Les gardes royaux appelaient. Emeka et Ngozi coururent dehors avec leur fille. Qu'est-ce qu'il se passe? Le roi réclame la présence immédiate de Shizon. C'est urgent. Une lueur de peur traversa les yeux de Shizon, mais elle la masqua aussitôt. Quelques instants plus tard, la grande cour du palais était remplie de villageois. Shizon se tenait au centre, entouré de gardes. Le roi se leva de son trône et leva son bâton royal. Mon peuple, dit-il d'une voix grave et lourde. Un malheur terrible vient de s'abattre sur notre communauté. Un murmure parcourut la foule. Obiora, appela le roi. Obiora le chasseur s'avança d'un pas, le visage sérieux. Il s'inclina légèrement et commença à parler. Il raconta comment il avait entendu Amara menacer de révéler la vérité sur Shizon. Comment, quelques instants plus tard, il avait vu Shizon saisir une bûche et frapper Amara. Et comment il avait regardé Shizon jeter le corps dans la rivière. La cour éclata. Abomination! Cria un homme. C'est le mal en personne. Hurla une femme. La voix du roi tonna au-dessus de tout le bruit. Shizon, est-ce que c'est vrai? Les forces abandonnèrent les jambes de Shizon. Elle s'effondra sur le sol, les sanglots secouant tout son corps. Pardonnez-moi, votre majesté, pleurait-elle. J'étais aveuglée. La jalousie m'a consumée. Je voulais être l'épouse du prince à n'importe quel prix. Ayez pitié de moi. Emeka et Ngozi se tenaient là, pétrifiés d'horreur. Ngozi s'effondra sur le sol en gémissant. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu tuer ta propre sœur et faire accuser Adaez? Le visage du roi se durcit. Il leva son bâton royal très haut. Toute la cour retint son souffle. Shizon, déclara-t-il d'une voix qui résonna sur toutes les cases et tous les palmiers du royaume. Ta jalousie a versé le sang. Ta jalousie a souillé l'honneur de ce royaume. À partir de cet instant, tu es banni de ce village. Tu ne marcheras plus sur nos routes. Tu ne boiras plus à nos rivières. Tu ne pourras plus appeler cette terre ton foyer. Un frisson traversa la foule. Et si tu es jamais retrouvé à l'intérieur de ces frontières, poursuivit le roi d'une voix inflexible, le châtiment sera bien plus sévère. Les gardes s'avancèrent immédiatement pour l'escorter au-delà des limites du village, abandonnant Shizon à un exil solitaire, coupé de sa famille, de sa protection, et de la vie qu'elle avait connue. Adaez fut libérée de prison sur le champ. La maison royale s'excusa solennellement pour avoir cru aux fausses accusations portées contre elle. Elle retrouva ses parents dans les larmes, sous les applaudissements des villageois rassemblés. Mais dans sa chambre, la nuit venue, Adaez pleura aussi pour Amara. Malgré la cruauté qu'elle avait endurée de la part de ses deux sœurs, une petite partie de son cœur les aimait encore. Et cette part-là souffrait d'un deuil silencieux qu'elle ne pouvait expliquer à personne. Des années passèrent. Un homme généreux et respecté d'une grande ville vint frapper à la porte d'Emeka pour demander la main d'Adaez. Après le mariage célébré dans la joie et les youyous du village entier, Adaez s'installa dans la ville avec ses parents, emportant avec elle son cœur intact, ses blessures guéries, et la certitude que la bonté n'est jamais un fardeau. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la gentillesse n'est jamais perdue. Le cœur doux d'Adaez et ses gestes de bonté furent rappelés au moment où sa vie était en jeu. Les villageois qui s'étaient agenouillés pour elle n'avaient pas oublié.
L'amour que vous offrez aujourd'hui peut devenir votre bouclier demain. Et la jalousie, elle, empoisonne lentement le cœur qui la nourrit. Elle ne détruit pas seulement celui qu'on envie. Elle dévore d'abord celui qui l'abrite. Choisissez la bonté. Choisissez la paix. Car l'état de votre cœur construit votre destin. Mes chers amis, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Merci infiniment de me regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos pensées sur cette histoire dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché le cœur, likez, partagez avec vos proches et abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres belles histoires comme celle-ci. À très bientôt.